Jean Corcos pour Voix Plurielle. Bonjour chers auditeurs. Alors à nouveau je vous propose une émission enregistrée avec un pays un peu lointain puisque mon invité est en Israël. Bonjour Jacques Benilouche. Bonjour Jean. Alors nous nous connaissons bien. Ben oui, nous nous connaissons bien et je préfère qu'on se tutoie en fait comme on le fait dans la vraie vie. Hein. Bon, pour rappel, et je pense que déjà beaucoup de gens te connaissent, tu es un journaliste franco-israélien basé à Tel Aviv et tu publies un site d'information très lu, Temps et Contre-temps. Alors j'ai moi-même l'honneur d'y écrire parfois et tu as su réunir des talents d'opinions diverses, chacune et chacun étant passionné par les sujets abordés. Et j'ajoute enfin que ton expertise est largement reconnue, puisqu'on peut t'entendre sur plusieurs radios et télévisions. Alors le thème de cette émission, c'est Israël, majorité impossible. On va essayer ensemble de se poser des questions de fond sur le sujet. On va commencer donc par les élections qui arrivent. Ce sont les 4e en l'espace de 3 ans. On a eu successivement une Knesset qui a duré 5 mois après les élections d'avril 2019, une Knesset qui a duré 6 mois après l'élection de septembre 2019 et une Knesset qui a duré 10 mois après l'élection de mai 2020. C'est tout à fait exceptionnel, c'est catastrophique dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. À quoi est due cette instabilité? Est-ce que ce sont des raisons conjoncturelles ou des raisons structurelles? Ce sont des raisons conjoncturelles, parce que je pense que à chaque élection, on n'arrive pas à dégager une majorité. Donc, dès l'instant où il n'y a pas de majorité, les deux clans sont à égale, je dirais, d'égale valeur, et on n'arrive pas à avoir 61 députés. C'est nouveau d'ailleurs, parce que jusqu'à présent, depuis la création de l'État d'Israël, nous avons toujours eu des majorités. Nous avons toujours eu des majorités, donc on ne peut pas dire que c'est exceptionnel, que c'est général. C'est uniquement, à l'heure actuelle, où on n'arrive pas à se mettre d'accord entre partis, parce que je pense qu'on met en avant beaucoup plus les égos individuels que le programme lui-même. Vous savez, dans ces élections, on a démarré un petit peu la campagne électorale, on ne parle pas du tout de programme. Programme, oui, tout à fait. On parle de personnes, on parle de gens, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, quels sont leurs liens. Or, jusqu'à l'époque, on parlait de programme. Chaque parti donnait son programme et on jugeait en fonction du programme. Donc, du fait qu'on ne parle plus de programme et qu'on parle que d'hommes, eh bien, il est difficile de faire des majorités stables. Et on est forcé donc de supporter des élections tous les 2 ans, tous les ans, tous les 6 mois. Et ça n'est pas très intéressant pour le pays, c'est même dangereux, parce qu'on ne peut pas, d'abord ça coûte cher, ça coûte 3 milliards de shekels, divisé par 4, ça vous donne l'idée de ce que ça fait en euros. Eh bien, je trouve que c'est beaucoup trop cher, parce qu'il faut savoir qu'en Israël, le jour des élections est chômé. C'est payé et les salaires sont payés par l'État, puisqu'on vous impose de ne pas travailler. C'est l'État qui prend en charge les salaires. Donc vous voyez qu'à chaque élection, il y a les salaires qu'il faut payer, il y a tous les papiers et toutes les structures de l'élection qu'il faut payer, les envois par la poste, les cartes de vote, etc. Donc à chaque fois, c'est de l'argent qui est jeté par la fenêtre, puisque à chaque fois, on n'arrive pas à avoir une majorité. Absolument. Donc, voilà. Alors, Jacques Benilouche, tu te distingues parmi les commentateurs francophones de la politique israélienne en écrivant régulièrement des vérités qui ne semblent pas intéresser les autres. Quand je dis les autres, c'est pas seulement les autres politiques, c'est les autres commentateurs. Il y a à côté du pays de la Startup Nation et de ses brillants succès, et d'ailleurs qui sont reconnus à l'extérieur, je pense à la campagne de vaccination contre le Covid, tout le monde dit que Israël est vraiment un modèle et un pilote en la matière, mais enfin il y a aussi un deuxième Israël qui est oublié, qui vit dans des conditions très difficiles, avec, je crois, 1/3 des enfants dans des familles qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors normalement, cela aurait dû servir de matelas électoral puissant à la gauche. Or, en fait, cette gauche se bat pour exister. La thématique sociale est complètement absente des programmes et en gros,
alors même si en plus il est difficile de constituer une majorité, mais enfin l'alternative est entre des partis centristes et une coalition de droite. Comment expliquer ce vide et cette absence de la gauche? Alors d'abord il faut dire que il y a une pauvreté permanente dans certains quartiers de certaines villes d'Israël. Nous sommes aujourd'hui en gros à 2 millions de population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Quand j'étais venu, j'ai fait mon alia en 2007, j'ai connu un certain Darmon qui venait de France et qui avait décidé d'aider un petit peu les populations défavorisées. Il a commencé à créer une association qui s'appelait La Tête, qui s'appelle toujours La Tête, et qui avait pour but de ramasser un petit peu d'argent pour donner des sacs de victuailles tous les jeudis à des familles, en leur donnant un poulet, une bouteille d'huile, 1 kilo de sucre, un peu de farine, etc. Et là, il donnait un certain nombre, il en donnait 50, 60 par semaine. Aujourd'hui, il en est à 2000 par semaine. C'est pour vous dire que la population s'appauvrit. Et il y a toujours des demandes. Et même dans certains cas, les gens ne sont pas des demandeurs. Il me racontait que dans certains cas, il savait que des familles étaient pauvres et qu'il allait lui-même, des gens parmi lui et parmi son équipe, aller donner des sacs de victuailles. Les gens avaient à peine envie d'ouvrir la porte, ils avaient honte de recevoir ce sac. Et très souvent, ils sonnent, ils mettent le sac devant la porte parce que les gens ont honte de leur pauvreté. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Quand on voit des gens derrière les poubelles ramasser les restants des poubelles parce que les supermarchés jettent tout ce qui est vieux ou tout ce qui a été un peu touché, eh bien on ignore. Et ce qui est marrant, enfin marrant façon de parler, ce qui est triste je dirais, c'est que ces populations pauvres votent systématiquement pour la droite. Alors pourquoi? L'extrême droite. Pourquoi? Et pourquoi? Alors il y a une raison très importante. Il faut revenir à l'année 77. Jusque dans les années 77, le Parti travailliste était le parti superstar. Il dirigeait le pays, il dirigeait toutes les entreprises d'État issues de la Histadrout, les entreprises d'électricité, de transport, etc. Et à l'époque, il fallait avoir la carte du parti pour travailler et trouver du travail. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le Parti travailliste a, malgré tout, malgré je dirais son ouverture d'esprit, a eu une politique de discrimination. On le sait aujourd'hui. En 71, on l'a su, il y a eu une révolution des jeunes qu'on a appelés les panthères noires. Ce sont des petits jeunes marocains qui disaient nous sommes brimés, on ne peut pas trouver du travail, on ne nous embauche pas, on n'arrive pas à aller dans les écoles. Vous savez, on vient seulement de découvrir un film qui a été donné sur la ville de Yerouham, qui est au sud du Negev, et les gens de Yerouham, les anciens, ont fini par ouvrir leurs souvenirs pour nous dire ce qui s'est passé. À Yerouham, les gens qui venaient du Maroc, on leur disait vous allez aller à Jérusalem, on les mettait dans des camions, arrivaient à Yerouham au sud du pays, descendaient, certains ne voulaient pas descendre, on les forçait à descendre par la force, et puis on les mettait dans des tentes, et ensuite par des baraques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Yerouham, il y avait beaucoup de Marocains, effectivement, mais il n'y avait pas de lycée. Il n'y avait que l'école primaire. Une fois que l'école primaire était terminée, on allait soit travailler dans les champs, soit travailler à l'usine de verre qui était dans la ville. Mais on n'a pas donné la possibilité à ces jeunes de pouvoir exploiter leurs compétences. Ils pouvaient faire des études. Eh bien, en 77, cette situation a été connue par Menachem Begin, le leader du Likoud. Et Menachem Begin a compris que ce n'était pas l'Israël qu'il voulait, parce que lui est un nationaliste pur et dur, un nationaliste pauvre. Quand on le voit dans des photos que je publie dans sa cuisine, c'est une simple petite cuisine et dans laquelle il fait à peine son café, eh bien c'était un homme qui était pur, c'était le vrai Likoudnik. Eh bien ce café Begin, c'est qu'il a amené à lui tous ces Marocains qui étaient rejetés parmi les travaillistes. Les travaillistes n'ont jamais eu de séfarades, jamais. Même à l'heure actuelle, si vous voyez la plupart des têtes de liste, ce ne sont pas des séfarades. Et donc les séfarades ont été accueillis
par Begin en 77. Begin a trouvé l'occasion, d'ailleurs, de bouter hors du pouvoir les travaillistes. Il s'est appuyé sur les Marocains, il leur a donné la possibilité de devenir des gens, des hommes, et c'est comme ça que David Lévy est devenu ministre des Affaires étrangères, alors qu'il était ancien maçon, et d'autres, je ne citerai pas, il y en a beaucoup, qui ont été... Donc, ce qu'il faut savoir, ces gens-là ne veulent pas renier ce que leur a fait Begin, et ils ne quitteront jamais le Likoud. Le Likoud. Alors, il y a ce que tu dis, et c'est très important de le rappeler, hein, c'est cette histoire un petit peu lointaine, mais enfin, aujourd'hui, si on considère la Knesset, il y a quand même le spectacle choquant de partis politiques qui se définissent un peu par l'origine ethnique ou la religion. Alors, il y a les partis religieux orthodoxes, Ashkénazes et séfarades, c'est des partis différents, même s'ils se retrouvent alliés pour négocier, mais enfin... Ils ont chacun, je dirais, leur propre lobbying. Le Likoud, bon, tu l'as analysé à l'instant, puis dans un article, le parti des originaires du Maroc. Mais enfin, il y a aussi un parti russophone, hein, autour d'Avigdor Lieberman. Et est-ce que c'est pas un peu choquant, 73 ans après l'indépendance, cette tribalisation, entre guillemets, de la politique israélienne ? Eh bien, je pense que la vie communautaire n'a jamais quitté le pays. Les gens se mettent ensemble selon les communautés. Et cela aussi a été, de la part des dirigeants, une volonté. Parce qu'ils estimaient que pour que les gens s'intègrent, il fallait qu'ils soient entre eux, qu'ils ne soient pas perdus. Donc on a fait des villes marocaines, des villes russes, des villes roumaines, etc. Et donc les gens, à l'heure actuelle, les Éthiopiens, vivent dans des quartiers éthiopiens. Ils sont dans des villes où il n'y a que des Éthiopiens, parce que c'est le seul moyen pour eux de pouvoir s'intégrer. Alors le problème qu'il y a, c'est que ça s'est étendu. Ce qu'on espérait à l'époque, c'était que les gens quittent les quartiers, je dirais, où ils étaient entre communautés, pour aller s'installer un petit peu partout et s'aimer dans des villes sans étiquette sociale. Eh bien, ça se fait plus maintenant. Les gens, vous avez Netanya, vous avez Ashdod, où il y a les francophones, parce qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs qu'ensemble, dans leur restaurant, dans leur café. Vous avez la même chose à Ranana, vous avez les juifs religieux francophones qui sont à Ranana. Donc, cette façon de se classer par communauté n'est pas perdue en Israël. Et c'est normal. C'est un pays qui, à la première génération, maintient ses traditions. Il faut attendre la deuxième et la troisième génération pour que les enfants s'intègrent. Et les enfants mettent du temps à s'intégrer. Je prends mon cas simplement. Mes neveux qui sont venus à 1 an et à 2 ans en Israël, ils étaient moitié intégrés. Aujourd'hui, ils sont totalement intégrés. Leurs enfants ne connaissent rien de ce qu'est la Tunisie. Sinon, lorsqu'ils trouvent leur plat spécial pour Pessah, leur plat spécial pour Rosh Hashanah, c'est-à-dire que seule la nourriture ils ont gardé une trace de leur origine, de leur identité. Mais ce sont des gens totalement intégrés. Et donc, il faut du temps. Il faut du temps. Les francophones sont arrivés dans les années 60. Ceux des années 60 sont, on peut dire, totalement intégrés depuis que Begin leur a donné le droit à l'existence, je dirais. Et donc maintenant, nous sommes, voilà, 12 ans des communautés, mais c'est indispensable. Vous savez, quand un Français vient en Israël, il a besoin de retrouver d'autres Français. Et c'est vivant, c'est normal. Aux États-Unis, on ne se plaint pas de cette situation. Vous avez les quartiers portoricains, les quartiers russes, les quartiers juifs, et ça n'est pas gênant. C'est pas ça qui gêne. Ce qui gêne, c'est que au niveau du pouvoir, il faut qu'il y ait une diversité au niveau du pouvoir et au niveau des gouvernements et au niveau des administrations. Il me semble que cette diversité, nous la perdons de plus en plus et que nous avons encore dans ces zones-là des situations où les gens s'intègrent moins bien, où les gens font appel très souvent à leurs origines pour réussir. Normalement, il ne faudrait pas de parti russe. Normalement, il ne faudrait pas de parti francophone. Moi, je me suis battu plusieurs fois en disant pourquoi vous faites des listes francophones à Ashdod. Et en plus, ce qui est le comble, c'est qu'il y en avait 3 de listes francophones à Ashdod. Il y en avait 3 à Netanya, parce qu'il y a toujours le problème d'ego. Nous sommes des Israéliens.
La notion, l'origine, ne doit plus intervenir dans la politique. Nous sommes des Israéliens. Entièrement d'accord, Jacques. Entièrement d'accord. Alors, il y a quand même quelque chose qui est lié à cela, c'est-à-dire le fait que les gens restent entre communautés, qui ne se mélangent pas, etc. C'est le système électoral. Bon, il faut rappeler que c'est une forme de proportionnel presque intégrale. Le seuil a été légèrement augmenté. Bon, ben enfin, il n'est que de 3,25%, à ce que j'ai lu. Et dans la majorité sortante, il y avait 7 partis différents, hein, le plus important étant le Likoud. Les oppositions, elles, étaient réparties dans 9 listes différentes. Je crois que le parti Yesh Atid était le plus important, le parti de Yair Lapid. Donc il y a un émiettement total des partis. On voit que pour ces élections, je crois avoir lu qu'il y a 36 listes différentes. Alors toutes ne vont pas passer, bien sûr, mais enfin, même s'il y en a 13 ou 15 qui passent, ça fait beaucoup. Et à chaque fois, comme tu le rappelais, la constitution d'un gouvernement, c'est un casse-tête. En général, ça dure au minimum 1 mois. Est-ce que c'était autant le cas que cela dans un passé un peu lointain, par exemple dans les années 80-90? Moi, personnellement, je n'attaquerai pas le système électoral. Beaucoup de gens l'attaquent, et moi, je ne l'attaquerai pas. Parce que nous sommes dans un pays juif très diversifié. Les gens viennent de partout, d'Éthiopie, de Russie, de France, de tous les États-Unis. Donc, il est important que le pays et qu'on donne la parole à toutes les, je dirais, toutes les communautés qui viennent. On l'a toujours fait en Israël. Et ça n'a pas empêché de créer des majorités qui ont duré pendant de longues périodes. Donc moi, je suis personnellement favorable à cette, je dirais, cette élection à la majorité absolue, pardon, à la proportionnelle intégrale, parce que ça reflète la population du pays. Mais la question, c'est qu'après, une fois que les listes ont été élues, il faut que les gens discutent entre eux pour créer une majorité. Or, c'est ça ce qui n'existe plus, alors que jusqu'à l'époque, on le pouvait. Là, on n'arrive plus à discuter. On n'arrive plus à discuter. Et ça marchait bien. Et ça marchait bien jusqu'à présent. Mais la question, c'est qu'on ne trouve pas. Alors, effectivement, on peut se plaindre. Il n'y a pas beaucoup, en fait, de listes. Vous savez, quand, pour donner une petite idée, lorsque Flato Sharon, le premier Français qui est venu en Israël se faire élire, il s'est fait élire avec 4500 voix pour être député. Aujourd'hui, d'une part, il faut être 4 députés pour pouvoir entrer à la Knesset, c'est-à-dire 150 000 voix. Donc vous comprenez que c'est quand même une sélection naturelle. Il faut 150 000 voix dans un pays qui en contient 9 millions, pour pouvoir rentrer à la Knesset. Donc il y a ce seuil électoral qui a été fait, c'est un moyen d'enlever les fantaisistes, et il y en a beaucoup. Alors on dit qu'il y a 39 listes, bon, les 39, tout le monde a le droit de se présenter, mais sur ces 39 listes, il y en aura 7 ou 8 qui passeront le seuil électoral. Et 7 et 8, c'est parfaitement bon, parce que ça représente exactement la totalité de l'image de la population israélienne. Ceux qui veulent se présenter, c'est leur droit, c'est la démocratie. Mais ils n'ont pas la possibilité de réussir. S'ils n'ont pas un groupe aujourd'hui, il faut faire partie d'un parti. C'est pour ça que des gens qui étaient connus comme Ofer Shelah, qui était le numéro 2 de Yesh Atid, quand il a quitté, ben ça n'a pas marché. Et le maire de Tel Aviv, qui est depuis 20 ans maire de Tel Aviv, il a voulu se présenter, ça n'a pas marché. Parce qu'il faut un parti, il faut des structures locales, il faut des gens qui travaillent pour vous. Et donc, en fin de compte, on ne peut pas accuser le système électoral, on peut accuser les hommes d'avoir mal exploité ce système électoral. Regardez en France, il y a des gens qui ne sont pas représentés. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ils n'ont personne à l'Assemblée nationale, eh bien, ils vont manifester dans les rues. En Israël, ce n'est pas le cas. Tous les gens sont représentés. On ne peut pas dire qu'ils puissent manifester. Et c'est pour ça que nous avons peu de manifestations en Israël. Parce que les gens ont leurs députés et qui sont représentés. Et on peut pas dire qu'ils sont mal représentés en Israël. Donc il faut exclure cette idée du mauvais système électoral. Il est très bon. Tous les gens peuvent
être représentés. Le tout, c'est qu'il faut que les gens apprennent à parler entre eux. Aujourd'hui, c'est ce qui me gêne beaucoup, on n'arrive pas à parler entre nous. Des gens n'arrivent même pas à parler entre Français. Entre Français, nous avons 3-4 identités différentes et c'est des problèmes et c'est la haine qui circule dans beaucoup de cas. C'est ce qui me gêne. La haine, parce que les gens sont de 2 partis différents ou de 3 partis différents. Donc je pense qu'il faut accuser les hommes et non pas le système. En tout cas, Jacques, je dois dire une chose, je rendais hommage à temps et contre-temps en introduction, c'est que autant tu es très clair par rapport à Bibi Netanyahou, à son bilan, à sa personnalité, et donc tes critiques, je dois dire, peuvent choquer, peuvent gêner beaucoup, parce que c'est vrai que chez les francophones, il y a un soutien assez aveugle, mais d'un autre côté, comme tu le dis et tu le répètes souvent, l'opposition à Netanyahou, c'est pas un programme, c'est pas le fait de dire il faut le jeter, ça ne suffit pas. Et c'est vrai que par exemple les manifestations contre lui tous les samedis, eh bien, quelque part, elles sont inutiles, comme tu dis, avec un système à la proportionnelle, toutes les oppositions peuvent se faire représenter, donc ayez un programme, et c'est une façon pour vous de vous imposer, et pas en allant tous les samedis soirs manifester devant son domicile. Alors, je voudrais qu'on aborde 2 choses, on approche tout doucement de la fin de cet enregistrement. D'abord, je constate quand même la triste fin du trio d'ex-chefs d'état-major qui avait constitué la liste Carole Velavan, bleu-blanc. Il y en a 2, Benny Gantz et Gabi Ashkenazi, qui avaient rallié Netanyahou. Bon, le gouvernement d'union nationale n'a pas marché, et Ashkenazi se retire définitivement de la politique, Benny Gantz n'est pas du tout sûr de passer, donc c'est pas brillant. Mais de l'autre côté, Moshe Ya'alon, qui était dans l'opposition, lui, il a déclaré forfait, il a essayé de se présenter à la tête d'une liste, ça ne marche pas. Et on ne parle même pas de Ehud Barak, qui fut quand même Premier ministre. C'est sous sa responsabilité que les négociations de Camp David en 2000 avaient capoté. Il a essayé de s'imposer, mais c'est fini, il est complètement grillé. Et ça contraste un peu avec l'époque de Rabin, par exemple, ex-chef d'état-major qui a été Premier ministre, de Moshe Dayan, qui s'était lancé dans la politique après l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, les généraux, finalement, ne sont plus vraiment crédités pour faire de la politique en Israël, qui est toujours un pays en état de guerre? Je pense que moi j'étais favorable à ces 3 généraux qui ont, et puis avec le 4e Lapide, j'étais favorable parce que je pensais qu'il y allait y avoir un peu de renouveau. Moi, pour vous dire franchement, je ne suis pas contre Netanyahou, j'ai toujours écrit contre lui, mais je n'ai jamais, si vous voyez mes articles, je n'ai jamais écrit quoi que ce soit de négatif sur sa politique sécuritaire. Je suis tout à fait en phase avec lui en ce qui concerne la politique sécuritaire. Je ne l'approuve pas, et je l'écris souvent, pour sa politique économique. Parce que beaucoup de gens sont mis sur le carreau, les gens, le loyer est devenu trop cher, les prix des appartements ont augmenté, on les abandonne, et donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'il est trop resté au pouvoir et qu'il est important de faire du vide, du changement. Vous savez, aux États-Unis, tous les 8 ans, on change. En France, normalement, le président, 4 ans, et une deuxième, éventuellement, ça fait 8 ans. Et en France aussi, c'est ou 5 ans ou 10 ans, mais on change. Là, ça fait 12 ans que nous avons la même personne. Moi, ce qui me plaisait dans ces nouveautés, c'est que nous avions de nouvelles personnes, de nouvelles compétences qui auraient pu apporter un peu de changement. Et là, nous nous retrouvons avec les mêmes, et c'est pas parce qu'on a été général, effectivement, c'est une qualité. Mais ces généraux, je les critique après coup, puisque je les avais appuyés avant, ce sont des gens qui ont été de piètres politiques. Vous savez, la politique, c'est le courage. Et quand on n'a pas de courage, on ne fait pas de politique. Pour revenir sur Benny Gantz, il avait 61 voix contre 59, et avec 61 voix, il avait la possibilité de créer un gouvernement minoritaire à la rigueur, avec l'appui des Arabes qui lui ont dit « on t'appuiera, mais on ne rentrera pas avec toi au pouvoir, au gouvernement ». Il avait la possibilité de créer un gouvernement minoritaire. Et il aurait eu, à ce moment-là, comme ça s'est fait en 92 par Rabin, quelque temps après, les gens qui aujourd'hui sont dans l'opposition, c'est-à-dire les Gideon Sa'ar du Likoud, ils auraient attendu 2-3 mois pour aller le rejoindre ensuite.
Mais l'équipe n'a pas eu le courage de créer un gouvernement minoritaire. Il faut savoir le faire. Il faut savoir, c'était aussi le cas en 2009 avec Tzipi Livni. Elle n'a pas créé un gouvernement minoritaire. Il fallait mettre les opposants devant leurs responsabilités. Je crée un gouvernement minoritaire, c'est à vous de me faire tomber. Et si vous ne voulez pas de moi, eh bien vous votez une motion de censure. Et c'est ce qu'aurait dû faire à l'époque. Et je pense que Gantz aurait pu être Premier ministre parce qu'il avait autour de lui plein de gens qui étaient opposés à Netanyahou. Alors donc aujourd'hui, effectivement, on le critique, mais ces gens-là ont manqué de courage, ou alors ils étaient trop sûrs d'eux. Vous avez cité le cas de Ya'alon. Ya'alon était numéro 2 ou 3 chez Lapid, il était parfaitement éligible. Mais il a voulu sortir et créer lui-même son propre parti. Eh bien, il a vu que les gens ne le suivaient pas. Pourquoi? C'est un homme compétent, mais c'est un vieux. C'est un vieux, je n'ai rien contre les vieux. J'en suis. Mais nous avons besoin de jeunes. C'est un pays jeune, un pays de start-up. C'est inadmissible que nous soyons dirigés par des vieux, des gens qui retournent sans arrêt de la vieille politique. Et donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'être général ou pas, c'est d'être jeune. Or, la critique que j'ai faite sans arrêt contre Netanyahou, c'est qu'il n'a pas préparé la relève. On pourra critiquer tout ce qu'on veut de Mitterrand, mais Mitterrand a créé une relève, une dizaine de pousses de gens compétents qu'on voit maintenant et qu'on a vu dans différents postes, entre autres Moscovici aujourd'hui, qui est patron de la Cour des comptes. Il a créé son équipe autour de lui, il n'était pas isolé. Il a pris des jeunes qu'il a montés, qu'il a poussés au pouvoir et qu'il s'est appuyé sur eux. Il n'a pas eu peur qu'on lui prenne sa place. La preuve, il est resté 12 ans au pouvoir, ou 16 ans du moins. Non, c'est 11 ans, pardon, c'est 11 ans. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que les jeunes n'ont pas la parole. Alors, que font-ils, les jeunes? Eh bien, ils vont ailleurs, là où on gagne plus d'argent, dans les start-up, et les gens des start-up ne veulent pas faire de politique, ou alors dans les finances, où ils gagnent beaucoup d'argent. Donc ce qu'il faut, c'est attirer ces jeunes, leur donner un système. Alors là où c'est le système dramatique dans les partis, c'est que le chef désigne les listes aux élections. Et le chef, c'est le bon Dieu qui fait tout. Donc les jeunes sont écartés. Moi, j'ai un ami qui est au Parti travailliste, depuis, je ne sais pas, 25 ans, il milite et jamais il a eu la chance de rentrer sur la liste. Voilà où est le problème. Jacques Benilouche, le temps a filé, mais c'est passionnant. Il y a un tout dernier sujet dont on pourrait parler avant de nous séparer, et tu l'as abordé dans un article le 14 janvier dernier, c'est l'effacement des femmes parmi les figures dirigeantes. Alors, tu as évoqué la personnalité de Tzipi Livni, qui a été une brillante ministre des Affaires étrangères, mais enfin, elle a raté le coche, effectivement, aux élections de 2009. Mais il faut quand même rappeler qu'Israël a été un des premiers pays à avoir une femme Premier ministre, hein, Golda Meir. Et puis, il n'y a pas si longtemps, il y avait des femmes aussi qui étaient chefs de parti. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël en 2-3 minutes? Est-ce que la société est devenue plus macho, ou est-ce que les femmes spontanément se détournent de la politique? Non, c'est comme je disais, les listes sont faites par des gens qui décident de ne pas mettre les femmes, ils ont peur d'elles. Nous avions, c'est ce que j'ai le regret un petit peu de ce qui s'est passé avec Kachol Lavan, parce que Kachol Lavan avait eu l'avantage de nous amener plein de nouvelles têtes, de nouveaux pouvoirs, des femmes, des jeunes, qui étaient des femmes diplômées, qui avaient de l'expérience économique, industrielle, qui l'a amené au pouvoir, qui les a mises comme députées. Et puis maintenant, elles sont parties, parce que le parti s'est écroulé. Eh bien, c'est ça ce qui me gêne de cette époque. J'ai le regret de cette époque, parce que nous avions beaucoup de femmes. Quand vous voyez les listes aujourd'hui, je ne parle pas des listes orthodoxes où les femmes sont interdites. Bien sûr. Eh bien, je trouve que le nombre de femmes est faible. Le seul parti aujourd'hui qui a la chance de pouvoir faire la parité intégrale, c'est le Parti travailliste, parce que d'abord la chef est une femme, et parce qu'il a toujours voulu créer la parité dans le parti. Alors effectivement, il n'a pas le vent en poupe, on le crédite de 6, 7, 8 députés à tout casser, ça ne va pas faire grand-chose, mais au moins il existera.
Il existera pour permettre éventuellement à l'avenir de faire remonter. On se rappelle que Netanyahou avait 12 députés à un certain moment. Quand Ariel Sharon était arrivé au pouvoir, il avait lessivé le Likoud. Il n'avait que 12 députés, mais il n'a pas baissé les bras. Et c'est ce qui me gêne dans cette nouvelle génération. Ils ont fait à peine 3 mois, 6 mois de députation. Ils ont été battus, ils s'en vont. Ils démissionnent et ils quittent le pouvoir. Ça, c'est l'erreur. Il faut s'accrocher. Quelqu'un qui ne s'accroche pas ne peut pas tenir. Et toutes ces femmes qui sont venues, il y en a plein, je ne vais pas les nommer, il y a au moins une dizaine. Eh bien, dès qu'elles ont eu l'échec, elles sont parties. Dès qu'elles ne sont pas réélues, elles sont parties. Et ça prouve que nous ne pouvons pas, il faut s'accrocher. La politique, c'est du travail à outrance, en permanence. On enfonce le clou tous les jours, jusqu'au moment où on atteint son but. Et c'est ce qui me gêne un petit peu, et c'est la seule critique que je ferai aux femmes, c'est qu'elles ont peur du lendemain, et que dès que ça ne va pas, eh ben, elles quittent la politique. Et il y a une dizaine comme ça de femmes qui nous ont quittés, qui étaient excellentes. Alors, merci en tout cas pour toutes ces précisions, ces informations, ce point de vue, comme je le disais, toujours original. Alors il y a plein d'autres sujets qu'on n'abordera pas. Il y a celui des Arabes d'Israël, il y a celui des grands enjeux. Ce sera pour un autre entretien. Donc merci encore Jacques Benilouche pour cette toujours à ton service. À ton service, c'est très agréable. Voilà. Et donc chers auditeurs, vous pourrez réécouter cette émission sur le blog radiophonique Voix Plurielle. Merci de nous avoir suivis. Et sur Temps et Contre-temps aussi. Voilà. Et également sur Temps et Contre-temps. Et donc je vous dis à bientôt. Jean Corcos pour Voix Plurielle.